护国，赞扬人民政府，今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Après la fin de la révolution culturelle, l'histoire chinoise était à un tournant. L'ensemble de nos cadres et de nos simples citoyens attendaient avec impatience de nouveaux changements. Après une période de réflexion et de discussion, le 3e plénum du 11e comité central du Parti communiste chinois a décidé de déplacer le centre de l'action du parti et de l'État vers la construction économique en mettant l'accent sur la réforme et l'ouverture. Cette décision constituait un grand tournant d'une portée considérable et entamait la marche grandiose de réforme et d'ouverture ainsi que de la modernisation socialiste. Après 30 ans de construction, surmontant toutes les difficultés rencontrées depuis la fondation de la Chine nouvelle, la Chine a jeté les fondements techniques et matériels pour la réforme et l'ouverture en ayant acquis d'importantes expériences. Explorer davantage ce qu'est le socialisme et comment édifier le socialisme, c'est un enjeu majeur auquel la Chine est confrontée. La mise en œuvre de la réforme et de l'ouverture a fortement mobilisé l'enthousiasme de centaines de millions de Chinois et a promu la grande libération et le développement considérable des forces productives sociales. Cette politique a pu faire avancer la Chine à grands pas. Cette transformation a non seulement apporté un changement profond à la Chine, mais a aussi eu un impact puissant sur le monde entier. La pratique a pleinement prouvé que la politique de réforme et d'ouverture constituait un outil important pour le PCC et le peuple pour rattraper son époque à grands pas. Cette politique était la voie à suivre pour la poursuite et l'essor du socialisme à la chinoise. Elle était une approche stratégique qui déterminerait le destin de la Chine contemporaine. Elle était également essentielle pour réaliser les objectifs des 2 centenaires et le grand renouveau de la nation chinoise. L'année 1976 était l'année du dragon en Chine, mais aussi une année inoubliable pour les Chinois. Le 6 octobre 1976, le comité central du PCC a pris des mesures décisives pour briser totalement la bande des 4. Cette décision a mis fin à cette décennie de troubles. Les Chinois sont alors tellement heureux et le montrent dans tout le pays. Le parolier de la chanson Toast est membre de la troupe du théâtre de chant et de danse de Tianjin. Après avoir assisté aux célébrations, il est retourné avec ses collègues. La cantine avait déjà préparé le repas. Une bouteille d'alcool était posée sur chaque table. Han Wei ne buvait pas d'alcool normalement. Sur le coup de cette grande joie, il a bu avec ses collègues. Et après avoir bu plusieurs verres, il a imaginé des paroles et s'est mis à chanter. À la fin, ses collègues qui avaient beaucoup apprécié ses paroles lui ont proposé d'écrire une chanson. Han Wei a alors écrit un premier brouillon la nuit même. Vieux compagnon de Han Wei,
le compositeur She Guangnan ne boit pas non plus d'alcool. Grâce à la passion longtemps accumulée dans son cœur, il a pu composer une musique enivrante pour le texte. Cette chanson illustre le sentiment joyeux du peuple. Elle dit que la tristesse a été chassée de leur cœur et qu'ils aspirent désormais à une vie meilleure. Juillet 1977. Lors du 3e plénum du 10e comité central du Parti communiste chinois, Deng Xiaoping, âgé de 73 ans, a repris son travail. 出来工作可以有2种态度，一个是主观，一个是是在工作。我想，既然是共产党员，既然当了，也不能够主观，不能够有私心杂念，不能够有别的选择。 Le 30 juillet 1977, Deng Xiaoping était présent dans les gradins lors du match de football au Stade des Travailleurs de Beijing. Comme le décrit le journaliste de Kyodo News Service, au lieu de regarder le match, des dizaines de milliers de spectateurs se sont levés immédiatement en l'applaudissant chaleureusement. Deng Xiaoping, qui venait tout juste de reprendre ses fonctions, a pris l'initiative de demander de se charger de l'éducation, de la science et de la technologie. Il voulait prendre ces 3 postes pour promouvoir le rétablissement de la vérité. Le 4 août 1977, Deng Xiaoping a présidé un symposium sur le travail scientifique et éducatif. Lors du symposium, bon nombre d'experts ont demandé énergiquement au comité central du PCC de prendre la décision de rétablir l'examen d'entrée à l'université. Le compte-rendu de cette réunion, conservé dans les archives de l'Académie des sciences de Chine, témoigne de l'attente des participants et la détermination de réparer les erreurs et de rétablir la vérité. À l'époque, un intellectuel avait proposé un principe d'admission des élèves comprenant 16 caractères chinois. Inscription volontaire, approbation par son unité de travail, examen unifié, sélection par le mérite. Deng Xiaoping a alors supprimé les 4 caractères disant « approbation par son unité de travail ». Une décision définitive. Le système d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement supérieur a été rétabli après 11 ans d'interruption. Cette année-là, plus de 5,4 millions de personnes se sont inscrites au concours et plus de 270 000 élèves ont été admis. Le concours d'entrée à l'université a changé leur destin. Mon papa 下班回家，我们都已经躺下睡觉了。我爸爸回来特别晚，他就跟我们说，你们大队书记来电话了，说有一份录取通知书送到了你们大队。哎，当时我们全家人全都醒了，我的弟弟妹妹还有我妈妈姥姥，哎，全醒了，特别的这个兴奋，然后就问这个通知书写的是哪儿。我爸就说当时地址写的是南京路1号，我就想南京路1号是不是就是我的第一志愿中国医科大学？后第2天我赶紧就用1毛钱坐了环路5轨到了中国医大下车。那么在学校大门口一看，那地址就写着南京路1号，我当时眼泪就出来了，一下子视力就模糊了，就站在那儿久久的都不会动了。原来做梦都想不到有上大学的一天，就上大学，我整整半年，我就像在做梦一样，不敢相信我进了大学。我在川大走，我都不相信这是梦啊，是现实啊，我都想掐自己一把，就那种心情。En mars 1978, les plus de 270 000 étudiants de première année à l'université ont commencé leur nouvelle vie dans les campus universitaires, sous le soleil printanier, réalisant leurs rêves si longtemps attendus.
Depuis lors, sur le campus, à l'abri des arbres, on pourrait presque entendre les étudiants lire. Le rétablissement du concours d'entrée à l'université a fortement stimulé l'enthousiasme des jeunes Chinois en matière d'apprentissage et de respect de la science. En mars 1978, la Conférence nationale de la science s'est tenue à Beijing. Cet événement a réuni plus de 5500 participants, parmi lesquels certains sont de vieux amis, certains sont d'anciens camarades d'école, ou bien des enseignants et des élèves. Ces retrouvailles ont eu lieu après une dizaine d'années d'interruption des relations. 1000 sentiments leur remplissaient le cœur.这个现代化关键是科学技术的现代化。现代科学技术的发展使科学与生产的关系越来越密切了。科学技术作为生产力，越来越显示出巨大的作用。在社会主义社会里，工人阶级自己培养的脑力劳动者已经是无产阶级自己的一部分。从事体力劳动的、从事脑力劳动的，都是社会主义社会的劳动者。 L'écrivain Ma Shetou a bien retranscrit les scènes de cette époque. La science et la technologie constituent la force productive. Des applaudissements chaleureux. Les scientifiques sont travailleurs. Des applaudissements encore plus chaleureux. Vous êtes parmi le prolétariat. Des applaudissements extrêmement chaleureux. Je voudrais être votre chef du département logistique. Des applaudissements formidablement chaleureux et durables. Le discours de Deng Xiaoping lors de cette conférence, portant un jugement juste sur les intellectuels, a eu de fortes répercussions dans la grande masse des intellectuels. 到这儿北京来参加那会，你想再听见小平同志那样讲话，他心里头能不受感动吗？那离科学太远了。今天一下啊，忽然间有个机会回来了，那说老实话，我跟你说，真是，但是这不真是，现在想起来都有点叫热泪盈眶吧。 Cette conférence marque la première conférence nationale de la science depuis la fondation de la Chine nouvelle. Le président de l'Académie des sciences de Chine, M. Gu Mozhuo, âgé de 86 ans et alors malade, a participé à cette conférence. Lors de son discours écrit, il a exprimé ses vœux dans la langue des poètes. C'est le printemps révolutionnaire, c'est le printemps du peuple. C'est le printemps scientifique. Ouvrons nos bras pour accueillir chaleureusement ce printemps. Le printemps vient d'arriver, mais le froid n'est pas encore parti. La grande roue de l'histoire, trop souvent rythmée par l'inertie, continue à courir le long du chemin du passé. La pensée du double soutien inconditionnel, ou bien soutenir résolument toutes les décisions du président Mao et soutenir invariablement toutes ses directives, a enchaîné de manière rigide l'esprit des masses populaires. À propos de l'erreur du double soutien inconditionnel de cette époque-là, Deng Xiaoping, qui n'avait pas encore repris ses fonctions, a souligné dans sa lettre adressée au comité central du PCC
nous devons poursuivre la pensée de Mao Tse-tung de manière précise et complète pour guider le travail de tout le parti, de toute l'armée et de tout le peuple chinois. Il a également déclaré que la pensée du double soutien inconditionnel ne peut pas fonctionner, car elle ne correspond pas au marxisme. Le 10 mai 1978, la revue intérieure de l'école du parti du comité central du PCC, Évolution théorique, a publié un article intitulé « Le critère de la vérité ne peut être que la pratique », vérifié et approuvé par Hu Yaobang. Le 11 mai 1978, le quotidien Guanming a publié cet article au nom du commentateur spécial. Par ailleurs, l'agence Xinhua l'a diffusé. Par la suite, le quotidien du peuple et le journal de l'armée populaire de libération l'ont également reproduit. Cet article de plus de 5000 caractères critiquait directement la pensée du double soutien inconditionnel. Cette publication a eu une forte répercussion chez les cadres et les masses populaires. Dans l'ensemble du pays, un grand débat relatif aux critères de la vérité a été lancé. Devant cette question de principe, Deng Xiaoping a pris encore une fois une position ferme. Il a déclaré « À l'heure actuelle, nous rencontrons une question. Même le critère de la vérité est également devenu une question. C'est n'importe quoi. » Deng Xiaoping a donc adopté des mesures pour soutenir de toutes ses forces et guider ce grand débat. Le 2 juin 1978, lors de la conférence sur le travail politique au sein de l'armée, il a déclaré que rechercher la vérité dans les faits, partir toujours de ces réalités et combiner la théorie et la pratique constituaient les points de vue fondamentaux du marxisme et de la pensée de Mao Tse-tung. Il a appelé à redresser les erreurs et rétablir la vérité et à briser le joug spirituel afin que le peuple puisse jouir de la libération de la pensée. Pour que le travail essentiel de tout le parti soit consacré le plus tôt possible à la construction économique, en septembre 1978, après sa visite en République populaire démocratique de Corée, Deng Xiaoping a procédé à une inspection dans le nord-est de la Chine. Au cours de cette visite, il a alors transmis la flamme partout. Tout au long de cette inspection, il a présenté la libération de la pensée et la recherche de la vérité dans les faits. Il a appelé les cadres des différents échelons à bien réfléchir pour briser la rigidité. En même temps, les révolutionnaires de la vieille génération tels que Shen Yun, Yi Jianying et Li Shenyan soutenaient fermement le débat relatif à la question du critère de la vérité. Une fois ouvertes les écluses de la libération de la pensée, c'est comme si une source d'eau vivifiante s'écoulait de haut en bas. Ce grand débat relatif aux critères de la vérité a brisé le joug des idées gauchistes de longue date. Ce débat a également encouragé efficacement le rétablissement du cours normal dans divers secteurs. Dans les années 70, l'essor prodigieux des sciences et techniques a créé des opportunités pour le développement des pays du monde entier. En 1978, l'entreprise Microsoft fêtait déjà son 2e anniversaire. L'Allemagne a commencé la mise en page sur ordinateur à la place de l'impression typographique. Le premier système de téléphone mobile au monde a été mis en service. Le taux de vulgarisation de la télévision dans les pays développés a déjà dépassé les 70% et la communauté européenne a adopté à l'unanimité la déclaration sur l'utilisation d'une unité monétaire européenne signifiant une montée de la tendance de la mondialisation économique. Les 4 dragons asiatiques se développaient d'une manière considérable, tandis que le PNB par habitant de Singapour avait déjà atteint plus de 3000 $. Cependant, en 1978, la Chine, pays qui abritait alors un quart de la population mondiale, n'avait créé que 1,8% du PNB au monde et ne représentait que 0,75% du commerce extérieur mondial. La même année, le gouvernement chinois a envoyé à plusieurs reprises ses délégations à l'étranger pour des visites et des études. Une délégation gouvernementale chinoise, dirigée par le vice-premier ministre Guo Mu, a visité en un peu plus d'1 mois 5 pays dont la France, la Suisse, l'Allemagne fédérale, et ses membres ont également visité de nombreuses usines, des mines et des ports. Cette délégation est appelée désormais l'équipe pionnière de l'ouverture de la Chine vers le monde.
les Chinois, ayant déjà une vision internationale, étaient très impressionnés par le développement du reste du monde. En Europe de l'Ouest, nous avons remarqué les autoroutes d'une largeur de plus de 30 mètres qui permettaient de rouler à une vitesse de 80 ou bien 100 km/h. À l'époque, la Chine n'avait même pas 1 kilomètre d'autoroute comme celle-ci. À cette époque, Deng Xiaoping avait déjà visité des pays étrangers à plusieurs reprises. Pendant plus de 2 mois, il visita 6 pays asiatiques, dont le Japon, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour. Il ressentait bien l'émergence économique de ces pays voisins de la Chine. La réponse de Deng Xiaoping fut ainsi pleine de signification. Tout ce qu'il vit et entendit dans les pays capitalistes développés lui permit de réaliser que si la Chine voulait rattraper le développement mondial, elle devait trouver une voie de développement adaptée aux réalités nationales. Le 10 novembre 1978, plus de 200 hauts fonctionnaires chinois se sont réunis à Beijing pour participer à la réunion de travail du comité central. Le sujet initial de cette réunion était de discuter de l'agriculture et de la planification économique nationale. Les participants ont discuté durant 2 à 3 jours du déplacement des priorités de tout le parti vers la modernisation socialiste à partir de l'année 1979. Le 12 novembre 1978, lors des discussions au niveau du groupe du Nord-Est, Chen Yun a indiqué que la stabilité et la solidarité constituaient l'enjeu du déplacement des priorités des activités du parti. Comment réaliser la stabilité et la solidarité? La révolution culturelle et les erreurs des idées gauchistes ont causé certains problèmes majeurs. Il faut alors résoudre ces problèmes majeurs hérités du passé et régler les problèmes concernant les mérites et les erreurs de certains hauts dirigeants du pays. Le discours de Chen Yun a provoqué immédiatement de vives réactions. L'allocution intégrale a été publiée au compte-rendu du travail. Les participants de divers groupes ont tous eu une forte volonté de corriger complètement les erreurs de la révolution culturelle. C'était comme des rivières qui se déchaînaient après l'ouverture des écluses. Lors de ce tournant historique, de nouvelles situations et de nouveaux problèmes ont émergé. Il fallait que les dirigeants du parti saisissent les opportunités pour réagir et tracer les voies d'avenir. Deng Xiaoping, faisant preuve d'une grande clairvoyance, a reconnu et soutenu pleinement le point de vue de Chen Yun. En réalité, cette réunion avait donc permis de redresser les erreurs et de rétablir la vérité d'une manière intégrale en termes de lignes idéologiques, organisationnelles et politiques. Lors de la cérémonie de clôture de cette réunion, Deng Xiaoping a fait un discours important, intitulé « Libérer les esprits, rechercher la vérité dans les faits et s'unir en regardant vers l'avenir ». 一个党、一个国家、一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化、迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。 Ce discours a libéré les consciences et a dissipé les sombres nuages dans l'esprit des Chinois de cette époque. Ce discours, qui a bien indiqué l'orientation du développement futur de la Chine, est devenu le rapport thématique du 3e plénum du 11e comité central du PCC qui s'est tenu juste après. 5 jours plus tard, le 18 décembre 1978, le 3e plénum du 11e comité central du PCC, d'une grande importance historique,
s'est tenue avec succès. Cette réunion était un événement majeur au moment où le parti et le pays étaient confrontés aux enjeux de l'avenir. La réunion a pris les décisions stratégiques de déplacer le cœur des activités du parti et du pays vers la modernisation socialiste et de mettre en œuvre la politique de réforme et d'ouverture. Ces décisions stratégiques touchant au destin du pays ont incarné les exigences objectives du processus historique de la Chine et ont également reflété la volonté urgente de tout le parti, de toute l'armée et de tout le peuple chinois. Le troisième plénum du 11e comité central du PCC marquait un jalon dans l'histoire du parti. La grandiose réforme et ouverture socialiste a été lancée par cette session plénière. La nouvelle voie de construction du socialisme à la chinoise a été ouverte dès le début de cette session plénière. La Chine, depuis lors, est entrée dans une nouvelle ère de développement socialiste. Après le troisième plénum du 11e comité central du PCC, le parti a commencé à corriger systématiquement les grandes erreurs historiques et a totalement rétabli le cours normal des choses. Le lendemain, après la fin de la session plénière, le comité central du Parti communiste chinois a organisé une cérémonie de commémoration pour Peng Dehuai et Tao Zhu afin de leur restituer leur honneur. En février 1980, le 5e plénum du 11e comité central du PCC a réhabilité Liu Shaozi. Réparer les injustices, annuler les fausses accusations, corriger les conclusions erronées et résoudre les problèmes hérités du passé ont réussi à guérir le traumatisme de nombreuses personnes et à mobiliser l'enthousiasme du peuple en créant une situation politique de stabilité et de solidarité pour la modernisation socialiste. 在邓小平同志和老一辈革命家支持下，党的11届三中全会冲破长期左的错误的严重束缚，批评两个凡是的错误方针，充分肯定必须完整准确地掌握毛泽东思想的科学体系，高度评价关于真理标准问题的讨论，果断结束以阶级斗争为纲，重新确立马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线。从此，我国改革开放拉开了大幕。 Si l'année 1949 a permis au peuple chinois de se lever, alors l'année 1978 a marqué le début de l'engagement de la nation chinoise sur la voie de la prospérité. Depuis cette année 78, le destin d'innombrables Chinois a changé au fur et à mesure du changement de la Chine. À partir de cette année-là, la Chine a entamé sa nouvelle marche vers la construction du socialisme à la chinoise.
降生在你的怀里，我的血